Je demande à tout le monde, les jeunes et les femmes, les forces motrices du M5, de suivre attentivement ce qui va être dit ici. Vous nous avez envoyé en mission à travers le comité stratégique du M5 RFP. Je suis venu donc vous faire une sorte de bilan à mi-parcours. Donc chacun d'entre vous doit savoir qu'est-ce qui a été fait au nom de votre mouvement, en votre nom. Donc je souhaiterais que vous écoutez attentivement, parce que vous allez être les défenseurs et vous allez faire la défense et l'illustration du M5 auprès du peuple malien, dans vos groupes, dans vos grains, dans la ville, dans les quartiers. Il est donc bon que vous sachiez exactement celui que vous avez envoyé en mission, qu'est-ce qu'il a fait en votre nom, à travers le choix du comité stratégique que je voudrais ici remercier du fond du cœur pour la confiance. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les mouvements, partis et associations politiques, camarades membres du comité stratégique du M5 RFP, chers parents des victimes des événements des 10, 11, 12 juillet 2020, camarades responsables et militants des entités membres du M5 RFP, camarades membres de la coordination du M5, des femmes et des jeunes, camarades membres du M5 RFP établis à l'extérieur, et Dieu seul sait leur poids dans nos débats. Ils participent à tous les débats malgré qu'ils ne sont pas dans les réunions. Camarades, membres et sympathisants du M5 RFP dans les régions, dont beaucoup sont présents ici. Camarades, militants et militants du M5 RFP et leurs amis qui sont dans les autres mouvements, qui sont invités ici, qui ont le même objectif. Chers amis de la presse, on ne cessera jamais de leur rendre un hommage mérité parce que la communication a été l'une des armes du combat du M5 RFP. Et ce sont les journalistes, la presse, les influenceurs qui ont rendu, qui ont vulgarisé les mots d'ordre du M5 RFP. Distingués invités, vous savez, vous allez m'excuser, je vais de temps en temps boire et vous savez pour quelle raison. Mais c'est un devoir pour moi aujourd'hui de vous rendre compte.
Mesdames et messieurs, avant tout propos, je voudrais vous inviter à bien vouloir prier avec moi pour nos martyrs et en la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères arrachées à notre affection. Le mouvement patriotique, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, le M5 RFP en tant que force du changement pour la refondation et émanation de l'aspiration des Maliennes et Maliens à voir leur pays gouverné autrement pour mieux être partagé. Le M5 RFP, dis-je, a vu le jour il y a 3 ans, le 5 juin 2020. Mais je suis persuadé que l'esprit M5 a germé depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs décennies, dans la mémoire collective et dans le subconscient de notre peuple. Avide de liberté, jaloux de son indépendance, intransigeant avec sa dignité et fier de sa culture et de ses valeurs fondées sur l'humanisme soudanais. Le 7 juin 2021, par la volonté de Dieu, avec votre approbation, c'est-à-dire à votre choix parmi 6 candidats, et grâce à la confiance du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, j'ai eu le privilège et l'insigne honneur d'être nommé Premier ministre pour conduire le gouvernement de la République du Mali. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que quelques jours avant, le 4 juin 2020, le 4 juin 2021, à l'occasion de la célébration de l'an 1 du M5, j'ai évoqué le présent et l'avenir de notre pays qui cherchait sa voie après avoir mis un terme à la gouvernance chaotique qui a précipité la chute de l'ancien régime. Je disais en substance, mesdames et messieurs, que le Mali devrait avoir la liberté de scruter d'autres horizons, d'être plus libre dans ses choix. Ce jour-là, j'ai tenu ce discours car j'étais encouragé par l'immense espoir suscité par la rectification de la trajectoire de la transition intervenue le 24 mai 2021. Elle a permis au colonel Assimi Goïta, ce grand et digne fils du Mali, à ses vaillants camarades du CNSP et à tous ses autres frères d'armes des FAMA, de montrer la voie de l'honneur, de la dignité, en tenant fermement la torche qui fit jaillir la lumière tenue par le peuple, dont les aspirations profondes au changement étaient portées par le M5, pour éclairer les chemins ténébreux, semés d'embûches et d'incertitudes. Depuis ce jour, que de chemins parcourus. Quelques mois après ma nomination, mesdames et messieurs, en me rendant à New York pour m'adresser à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre 2021, j'ai pu mesurer, chers camarades, l'immense confiance du chef de l'État, dont suprême privilège, j'ai été l'émissaire pour exprimer au monde entier son message et celui du peuple malien. Ce jour de commémoration
est un jour de souvenir, de réflexion et d'introspection. C'est aussi l'occasion de jeter un regard exigeant mais objectif sur ce qui a été accompli grâce à l'action collective de ceux qui ont la charge de l'État, soutenus et appuyés par le peuple malien. Comment faire une esquisse de bilan sans se poser les questions suivantes? D'où venons-nous? Pourquoi les Maliens s'étaient-ils mobilisés massivement dans la rue des mois durant en 2021, du 5 juin au 18 août? Oui, chers camarades, il est important de rappeler les raisons qui ont poussé les militantes et militants du M5 RFP dans la rue pour exiger le changement au regard de la situation désastreuse qui conduisait le Mali vers l'abîme, chaque jour un peu plus, vers sa disparition en tant que nation, en tant qu'État. Pour synthétiser les points de revendication que je viens d'évoquer, je dois rappeler que 6 objectifs principaux constituaient la trame de fond, c'est-à-dire les raisons profondes des revendications du M5 pour redresser l'État malien. Ces points sont déclinés par le M5 RFP dans une série de mesures et de points que Maître Mountaga Tall vient d'évoquer. Mesdames et messieurs, c'est en résumant la volonté de notre peuple que je disais 6 objectifs principaux constituaient la trame de fond des revendications du M5 RFP. La première raison tenait à la sécurité, dont le niveau de dégradation à cette époque compromettait dangereusement l'avenir de la nation et de l'État. Deuxième raison, la justice, en particulier la lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième raison de la lutte du M5 RFP, la mise en place d'un organe unique indépendant de gestion des élections. Car il faut toujours se souvenir que la plus grave crise politique de notre pays est partie de la crise post-électorale née des élections législatives contestées de mars-avril 2020. Quatrième raison, la conduite urgente de réformes politiques et institutionnelles, en d'autres termes, aboutir à la refondation de l'État. La cinquième raison, aboutir à la stabilité sociale durable à travers la conclusion d'un pacte de stabilité pour la croissance et le développement. Enfin, sixième raison, l'examen objectif de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, pour en analyser intelligemment tous les aspects de sa mise en œuvre, en écartant la partition de l'État et la désintégration du Mali. Chers camarades, sur le plan de la sécurité, le bilan depuis la rectification de la trajectoire de la transition se passe de commentaires. Les forces armées et de sécurité du Mali suscitent fierté et admiration au Mali et hors de nos frontières. Nos militaires ont retrouvé la confiance à cause du leadership exemplaire illustré par le président de la transition, et elles ont transmis cette confiance au peuple malien. C'est en effet la montée en puissance des FAMA. C'est qu'en effet, la montée en puissance des FAMA est le résultat d'une politique bien pensée, de recrutement, de formation, de renforcement des capacités opérationnelles et de partenariats stratégiques. Nos militaires sont mieux formés, ils sont constamment formés, ils sont mieux outillés et munis d'équipements ultramodernes correspondant à leurs besoins et aux réalités des théâtres d'opération. Ils sont désormais aguerris et âpres au combat
tant et si bien que la peur a changé de camp. Il n'est assurément pas loin, Inch'Allah, le temps où nos femmes porteront l'escocade à l'hydre terroriste et contre tous les entrepreneurs de violence partout où ils se trouvent sur notre territoire. Mesdames et messieurs, nos forces armées de sécurité sont devenues le chantre de la sécurité et les principaux artisans de la stabilisation du pays. Grâce à l'action résolue de notre éminent, intrépide et valeureux ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, et de tout le commandement militaire qui, à l'unisson, mettent en œuvre de manière méthodique et magistrale la vision réformatrice du chef de l'État, chef suprême des armées. En tant que chef du gouvernement, mesdames et messieurs, je dois rendre également un hommage mérité au colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition, et à toute l'institution législative transitoire qui, en parfaite synergie avec l'exécutif, ont su apporter à travers les délibérations le soutien et l'accompagnement requis, la réémergence de notre armée et de toute la société malienne en plein changement pour rendre irréversible le changement pour la refondation. Une armée forte et efficace quand d'abord elle est une armée professionnelle, disposant de renseignements fiables et capable de capitaliser sur le théâtre des opérations. C'est la leçon principale qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, des attaques complexes lancées contre nos emprises à Mopti le 22 avril 2022 et que les terroristes ont amèrement regretté. Ces attaques lâches et barbares furent toutes vouées à l'échec grâce au travail discret mais ô combien efficace du colonel Modibo Koné et des services de renseignement de l'État. La capacité d'anticipation de notre armée, dont notre armée a fait montre le 22 avril, sa capacité de riposte, notamment, vous avez écouté les dernières interventions du porte-parole des FAMA, ainsi que la capacité de projection dont elles font montre tous les jours, du nord au sud, d'est en ouest, sur n'importe quelle portion du territoire national est digne d'un cadre d'école pour une armée qui en même temps recrute, forme, s'équipe, mène la guerre létale et informationnelle et la gagne. Le commandement militaire et toutes les composantes de notre armée et des services de sécurité sont à saluer car ils donnent la preuve chaque jour que nos forces armées de sécurité sont un bloc monolithique, la colonne vertébrale de la nation, le ferment de l'unité nationale et l'outil de décision politique le plus décisif. De même, je salue leur dévouement pour le professionnalisme, car depuis que le programme d'action gouvernemental a fixé comme priorité numéro 1 l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire, ils ne ménagent aucun effort pour y parvenir. Mesdames et messieurs, concernant la lutte contre la corruption, des réformes en profondeur et parfois non visibles sont en cours au niveau du secteur de la justice. Elles concernent entre autres la création du pôle économique et financier avec compétence nationale et un procureur de la République spéciale, la création de l'agent de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués afin de favoriser le recouvrement par l'État des biens frauduleusement soustraits à son patrimoine. Il a été également créé le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité qui constitue le terreau favorable à la corruption. Il y a lieu de signaler que désormais, aucun rapport de contrôle ou de vérification ne peut être classé sans suite, sans des enquêtes préalables de la brigade économique et financière.
Enfin, il convient de noter que le gouvernement s'attelle actuellement à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et de son plan d'action. Mesdames et messieurs, s'agissant de la gouvernance électorale, l'organe unique de gestion voulu par les M5 et ardemment souhaité par les Maliens est là. Il s'appelle Autorité indépendante de gestion des élections, EGE, et fait partie intégrante des réformes structurelles prônées par les M5 et mises en œuvre par le gouvernement de transition grâce au soutien sans faille du président de la transition. Oui, le chef de l'État a pleinement fait confiance au gouvernement, mesdames et messieurs, qui a bénéficié de son soutien constant, plein et entier, lequel a permis de tenir les assises nationales de la refondation en décembre 2021. Au cours de ces assises, nos compatriotes ont déterminé un large périmètre de réformes à mener et ont précisé l'ordre de priorité. Ces réformes prioritaires ont concerné l'amélioration du cadre de la gouvernance politique, électorale et administrative, avec notamment la création de l'EGE, le projet de nouvelle constitution, aujourd'hui diffusé et qui sera soumis au référendum le 18 juin 2020, la nouvelle loi électorale et la réorganisation territoriale. Mesdames et messieurs, ce paquet de réformes était incontournable. En effet, nous avions le choix entre une transition électorale, voire électoraliste, comme certains partenaires l'ont voulu, et une transition de changement et de refondation. Nous avons fait le choix de la refondation de l'État, car fermement convaincus que la stabilité politique et institutionnelle durable nécessitait des changements profonds étalés sur la durée. C'est pourquoi le processus de refondation de l'État est adossé au cadre stratégique de refondation de l'État 2022-2031, assorti d'un plan d'action 2022-2026. Conformément aux pertinentes recommandations des assises nationales, son mécanisme de suivi-évaluation, censé être sa force motrice, n'a pas tardé à être mis en place. Il est assuré par le comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues des assises qui rend compte directement et régulièrement au chef de l'État et est placé sous son autorité. Enfin, une des demandes fortes du M5 est et demeure la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Par ce vocable, il s'agissait de renforcer la confiance entre les parties à l'accord, de nous recentrer sur l'essentiel qui est notre cher pays, le Mali, et de parvenir à coup de compromis dynamique à renforcer son unité, son indépendance, sa cohésion sociale et préserver son intégrité territoriale et nationale. C'est un travail méthodique auquel se livre le gouvernement avec les mouvements signataires sous l'impulsion du colonel-major Malik Diaw, ministre de la... Ismaël Ouagé, je m'excuse pour le lapsus, sous l'impulsion du colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la réconciliation, de la paix, de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, que je salue ici pour son dévouement et sa détermination. Vous avez constaté ces derniers moments, il a parcouru tout le pays pour le lancement des examens et la sensibilisation autour du projet de constitution. Il a été à l'extérieur avec le ministre de l'Action humanitaire, Marou Diara, qui est un des nôtres, avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre en charge des Maliens de l'extérieur. Chers camarades, en plus des 6 priorités évoquées, le gouvernement, sous l'autorité du président de la transition, fait de la relance de l'économie nationale
la pierre angulaire de sa stratégie de développement du tissu économique et social. Sa forte volonté politique s'est traduite par les actions économiques suivantes que je m'en vais citer de façon non exhaustive. Le redressement du secteur coton. Pour la relance du secteur coton, l'État a injecté 100 milliards, dont 69 milliards d'impayés fournisseurs auprès des banques et 40 milliards de subventions pour les intrants. Au-delà, l'État a fixé le prix du coton à 285 francs le kilo et s'est fortement impliqué dans l'amélioration de la gouvernance de la filière en vue du nécessaire redressement du secteur coton qui, comme vous le savez, permet à l'État d'assurer un meilleur revenu à l'ensemble des composants de la nation. Agriculteurs, éleveurs, pétroliers, transporteurs, chargeurs, huileries, savonneries, banques et assurances, etc. La bonne nouvelle, c'est que je viens tout de suite d'une session du Conseil supérieur de l'agriculture. Le président de la transition, comme je l'ai dit ici, conformément à la ligne directrice qu'il a fixée, vient de fixer le prix du kilo du coton grain à 295 francs. Aujourd'hui même, nous savons que l'année passée, plus de 170 000 hectares ont été atteints par les parasites. Les citoyens n'ont pas pu cultiver. Le président vient d'instruire au gouvernement. Il a décidé que le gouvernement va prendre en charge l'ensemble des pertes pour plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne l'énergie du Mali, l'État a récapitalisé la société à hauteur de 142 milliards de francs CFA en fin 2023. Payé la subvention annuelle de 30 milliards, portée à 45 milliards en 2023, a cherché et signé un accord de prêt de 100 milliards, dont 32 milliards sont mobilisés à date. Il convient de préciser que c'est l'État qui rembourse le prêt et non la société EDEM-SA. L'État a garanti un prêt d'EDEM auprès d'ITFS pour le paiement direct des factures fournisseurs. En même temps, un mécanisme de paiement d'avance des factures de l'État permet d'améliorer la trésorerie de l'entreprise. Mesdames et messieurs, l'État malien, sous la haute direction du chef de l'État, continue également de subventionner le secteur à travers des exonérations fiscales sur les produits pétroliers et les investissements pour plus de 40 milliards par an. En retour, pour garantir un prix abordable de l'énergie à la population, l'État a maintenu le prix de vente de l'énergie à un prix maximum de 99 francs CFA le kilowattheure. Ces chiffres, mesdames et messieurs, peuvent ennuyer celui qui les écoute. Mais je voudrais que vous pensiez à tout l'effort que cela nécessite des hautes autorités, sous la conduite, bien sûr, du chef de l'État. Pour ce qui concerne la Comatex, l'État a mis en place un plan de relance qui coûte 734 millions de francs CFA pour la couverture du besoin en fonds de roulement et plus de 4 milliards pour appuyer le passif de la société, y compris à travers les travailleurs. S'agissant de l'usine des produits pharmaceutiques, UMPP, l'État a mis en œuvre un plan de relance de 1,4 milliard pour la couverture des besoins en fonds de roulement. Aujourd'hui même, un conseil d'administration spécial s'est tenu parce que nous voulons aller rapidement, avant la fin de la transition, à l'ouverture de cette unité qui est un fleuron de l'industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest, pour que le président de la transition puisse le transmettre en bon état et non en état de déliquescence comme nous l'avons trouvé, en bon état à son successeur. Le plan de l'erreur de l'UMPP intègre 3 phases. La relance en l'état de l'UMPP sur la base des capacités existantes.
les investissements supplémentaires, 9 mois après la relance de la production des 12 principaux produits retenus dans l'assurance maladie obligatoire et pour respecter toutes les normes de l'OMS en la matière, avec un investissement complémentaire de 1,2 milliard. Des investissements complémentaires de plus de 6 milliards pour renouveler complètement l'usine et assurer sa compétitivité au plan national et international. Mesdames et messieurs, pour les chemins de fer que nous avons trouvés complètement démantelés, vous le savez bien, l'État a injecté 7 milliards dans le programme d'urgence de relance du chemin de fer, assurant ainsi l'entretien, la mise à niveau des infrastructures et des équipements, voies, gares, locomotives, wagons, tout autre équipement et infrastructure. L'État a également injecté 1,2 milliard de francs CFA dans la couverture en fonds de roulement. L'État a par ailleurs engagé des négociations pour l'acquisition de nouvelles locomotives. En plus des chemins de fer, le gouvernement vient de procéder à la relance du transport fluvial avec la création de la compagnie malienne de navigation fluviale, en abrégé Comanaf. Ce n'est plus Comanav. Comanav est mort. Nous avons la Comanaf sous forme d'un établissement public à caractère commercial. Dans le domaine minier, tous les Maliens, notamment pendant les assises, ont demandé à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. L'État a pris une décision de haute portée stratégique avec la création de la Société de recherche et exploitation minière du Mali, SOREM, et la création d'une usine d'affinage d'or, de raffinage de l'or au Mali. Mesdames et messieurs, la relance économique et l'amélioration du climat social vont de pair. C'est pourquoi, conformément au plan d'action gouvernemental, nous avons organisé la conférence nationale, la conférence sociale, dont l'un des objectifs principaux est de parvenir à un pacte de stabilité sociale avec les syndicats et les travailleurs. Dans cet esprit, l'État a procédé à l'unification de la grille salariale et à l'amélioration des revenus globaux des travailleurs. Il a également procédé à d'importants recrutements pour assurer une meilleure distribution des services aux populations. L'incidence annuelle de l'ensemble de ces mesures dépasse les 200 milliards de francs CFA. Cet effort financier important a été consenti alors même que depuis 2020, notre pays ne reçoit aucune aide de l'extérieur. Aussi, malgré les efforts consentis, le gouvernement n'ignore pas la cherté de la vie, qui est une triste réalité qu'endurent beaucoup parmi nos concitoyens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Comme vous le savez, la conjoncture économique mondiale liée à la crise ukrainienne et aux conséquences de la Covid touche particulièrement l'économie malienne, très dépendante de certains produits stratégiques tels que les hydrocarbures, la farine de blé et les engrais qu'il ne produit pas. Nonobstant cette situation difficile, le gouvernement, fidèle à son engagement social, poursuivra ses efforts d'atténuation du coût de la vie et restera toujours attentif à la situation de nos compatriotes, en particulier celle des couches vulnérables de notre société, en direction desquelles des programmes ciblés de solidarité sont mis en œuvre. Les efforts d'assainissement et d'amélioration de la gouvernance ont conduit le gouvernement de transition à lancer l'audit des institutions telles que l'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités et la Haute Cour de justice. Nous avons également procédé à l'audit du secteur minier et du cadastre. L'audit du secteur minier est une demande forte des militants du M5
prise en charge et endossée par le peuple malien pendant les assises nationales. Le président a pris ce dossier personnellement en main. La refondation passe aussi par la réhabilitation de notre système éducatif. Des efforts et des investissements importants sont en cours en faveur de l'école, qui est le creuset de l'avenir de la nation. Outre les infrastructures physiques, nous avons assisté pour la première fois depuis des décennies à la moralisation des examens et des concours qui se déroulent quasiment sans fraude. Et ceux qui se hasardent à faire la fraude sont immédiatement interpellés par les services compétents de l'État. Enfin, et pas des moindres, le retour du service national des jeunes qui découle de la volonté du président de la transition, chef de l'État, est certainement un acte politique fort qui ne manquera pas de conforter le redressement de l'État à court terme. Chers camarades, si les assises nationales peuvent être considérées comme un moment fort dans le processus de reprise en main par les Maliens de leur destin, le 14 janvier 2022 a consacré le basculement héroïque et stratégique du destin de la transition. Ce jour-là, des millions de Maliens ont déferlé à l'intérieur du pays, comme dans la diaspora, pour dire non aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Ce jour-là, le 14 janvier 2022, les Maliens, en se tenant la main, debout sur les remparts, au-dedans comme au dehors, ont montré que le chant de leur hymne national n'est pas constitué que de 20 mots. Ce jour-là, le 14 janvier, la réponse de nos concitoyens à ceux qui voulaient les assujettir, les vassaliser, à tous ceux qui voulaient décider pour eux mais sans eux, la réponse des Maliens disent s'est faite dans l'honneur, la grandeur, la dignité, la résilience, mais aussi dans la détermination et l'intransigeance face à tout ce qui touche leur pays. Ce jour-là, mesdames et messieurs, la souveraineté retrouvée de notre État a été scellée dans l'union sacrée. L'honneur et la dignité de notre vaillant peuple, de notre vieille civilisation, de notre État, sa dignité, dis-je, son honneur leur ont été restitués. Mesdames et messieurs, le sage Amadou Hampâté-Bâ, dans une citation célèbre qu'on croirait tirée d'un ouvrage de sciences politiques, nous enseigne que sur le pouvoir, je cite, le pouvoir est comme l'alcool. Après un premier verre, on est joyeux comme un agneau. Au second, comme si on avait mangé du lion, on se sent si fort qu'on n'a plus d'être contesté. On veut tout imposer à tout le monde, comme le lion dans la savane. Au troisième verre, on est comme le cochon. On ne peut faire que des cochonneries. Le premier degré, mesdames et messieurs, le premier degré correspond à la période où le chef est doux comme un agneau. Le second, c'est le moment où le chef, se prenant pour un monarque absolu, devient redoutable. Mais alors, il n'est que craint. Enfin, le chef atteint le troisième degré de son pouvoir. Il est non seulement craint, mais détesté par son peuple. Fin de citation. Mesdames et messieurs, je fais recours volontiers à cet enseignement d'Amadou Hampâté-Bâ pour nous rappeler combien nous devons rester nous-mêmes. Nous devons continuer à être habités en permanence par l'esprit du 14 janvier pour résister aux assauts de nos adversaires. Nous devons leur opposer notre unité, notre solidarité, notre résilience légendaire. Car
notre peuple a une fine connaissance des enjeux géopolitiques et géostratégiques du monde en mutation et en basculement vers un nouvel ordre mondial. Hier comme aujourd'hui, le Mali sera acteur de son histoire. Aujourd'hui, plus qu'hier, le Mali sera acteur de son destin et du nouvel ordre mondial en gestation. Je ne cesserai jamais de le répéter, parce que nous sommes placés du bon côté de l'histoire et non pas dans les poubelles de l'histoire. Nous savons pertinemment que nous aurons à rencontrer des tempêtes et des vents puissants, contraires, à travers des mers agitées qui tenteront de nous boucher l'horizon et nous contrôler dans notre marche. Parce que nous avons fait les choix stratégiques que vous savez. Parce que nous avons pris des décisions patriotiques qui s'imposaient pour la survie de la nation. Nous traversons des cercles de feu que j'avais prédits en juin 2020. Mais ayant notre peuple comme boussole, comme seule boussole, comme bouclier, demeurant chevillé aux intérêts vitaux et supérieurs de notre pays, nous cheminons doucement mais sûrement vers des horizons et des rivages prometteurs et vers les temps plus cléments. Pour arriver, nous devons être persévérants, endurants et rester lucides face aux épreuves. Nous devons rester unis et soudés pour éviter ce qui est en train de se passer, hélas, dans un pays de l'Est de notre continent, où les démons de la division opposent les fils du même pays pour le contrôle du pouvoir politique. À qui profite le conflit sanglant qui secoue Khartoum et endeuille le Soudan? Sûrement pas aux Soudanais, qui sont aujourd'hui plus préoccupés par la quête de la paix que par l'exercice de la démocratie. Je saisis l'occasion pour exprimer en votre nom notre solidarité et notre profonde compassion avec le peuple frère du Soudan. Ce pays uni au Mali dans un passé pas très lointain par la symbolique du nom. Ce qui se passe dans ce pays frère nous enseigne l'humilité, la retenue et la fraternité, car les acquis peuvent se révéler parfois fragiles. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à travailler avec tout le monde, même avec ceux qui, pour diverses raisons, ne sont pas d'accord avec nous, afin de rendre la marche de notre pays irréversible vers la paix, la stabilité, la cohésion, la réconciliation et le vivre ensemble. Nous devons au M5 RFP être humbles. Comme le dit un ancien proverbe, je cite, « Tous les fleuves coulent et se déversent dans la mer parce qu'elle se tient à un niveau plus bas. En conséquence, elle absorbe tous les fleuves. » Nous devons être ouverts à tous les Maliens acquis au changement et à la refondation, quelle que soit leur position, du 5 juin au 20 au 18 août. Je le dis parce que le M5 RFP, vous avez aidé avec les militaires à allumer la torche qui indique l'avenir du Mali. Mais pour réussir, il faut aller avec tous les Maliens. Il faut leur expliquer le bien fondé. Ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ne pouvaient pas comprendre, ceux à qui on a refusé de comprendre, ceux qui par humilité ne pouvaient pas nous suivre, il faut leur expliquer. Personne ne doit être exclu de cette lutte. En tant que M5 RFP, nous devons convaincre de la pertinence de nos idées et de nos choix et ne chercher à vaincre personne, car les idéaux de liberté, de justice, de démocratie et de bonne gouvernance doivent devenir des valeurs partagées à coup de dialogue, de concertation, de débat républicain. Nous avons l'occasion, ce 18 juin 2023, à la faveur du scrutin référendaire, de concrétiser les idéaux du M5 RFP, de les fixer dans le marbre à travers un vote massif en faveur de la nouvelle constitution, qui est le soubassement du Mali Koura, du Mali nouveau, du Mali refondé. À cette fin, j'invite chacun et à tous
à la mobilisation générale, afin qu'au soir du 18 juin, il soit dit et écrit partout, je cite, « Les urnes ont parlé sans ambiguïté en faveur du oui ». Je voudrais conclure, mesdames et messieurs, comme j'ai commencé en votre nom, en rendant un hommage au président de la transition pour la confiance, ajouté au soutien de la France militaire de la transition, ont permis à notre pays de donner corps au rêve de la refondation du M5RF. Mesdames et messieurs, je voudrais lancer en votre nom et au mien peuple un appel fraternel à tous nos camarades qui, pour une raison ou une autre, se sont mis en marge du M5RF, pour leur dire de revenir, quand nous avons en commun l'héritage des batailles menées entre le 5 juillet et le 18 août pour le redressement de notre pays. Au nom de l'idéal pour lequel nous nous sommes engagés ensemble hier, au nom du Mali qui est au-dessus de tous et au-dessus de nous tous, nous avons l'obligation de continuer à cheminer ensemble, quels que soient nos désaccords. Je voudrais également saluer et remercier tous les pays, amis et partenaires dont la fidélité, la fraternité et l'amitié sincère ont permis au Mali de résister aux coups perfides de déstabilisation, de rester une nation debout, digne et libre. Une mention particulière à nos frères de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, de la Mauritanie, de l'Algérie, ainsi qu'à nos amis de la Fédération de Russie, de la République populaire de Chine, de la République de Turquie et de la République islamique d'Iran. Je n'oublie pas les nombreux amis du Mali à travers le monde qui nous témoignent chaque jour leur soutien et leur solidarité. Ils donnent la preuve chaque jour que le Mali n'est pas isolé et ne le sera jamais. Car depuis son indépendance, la diplomatie de notre pays n'a eu cesse de s'aimer les germes de l'amitié entre les peuples et les États, de la fraternité, de la concorde, la compréhension mutuelle et la cohabitation pacifique. Depuis l'indépendance. Mais la seule chose que les Maliens n'acceptent pas, c'est qu'on s'ingère dans nos affaires et voulait gérer notre pays à notre place. Personne n'aime le Mali plus que les Maliens. Enfin, chers camarades, je vous encourage à l'unité d'action, à l'exemplarité et à l'engagement pour faire triompher de manière intemporelle l'esprit M5RF et à perpétuer l'idéal de notre mouvement, celui d'un Mali uni, stable et prospère, d'un Mali respecté, qui compte dans le concert des nations, car donnant sa chance et sa place à chaque fille et à chaque fils du pays pour l'édification de notre cher pays. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention.